Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat auprès du commissaire, et aujourd'hui nous avons un épisode tout à fait spécial pour célébrer les 10 ans de l'entrée en vigueur du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. On discutera plus particulièrement aujourd'hui du projet de loi 48, soit le projet de loi qui est devenu le Code actuel. Pour en discuter, je suis accompagné de la commissaire Ariane Mignolet. Bonjour Ariane. Bonjour François. Alors effectivement, aujourd'hui, l'épisode que nous sommes en train d'enregistrer, donc pour souligner le 10e anniversaire du Code et d'expliquer un peu sa genèse, est très, je pense, va être très intéressant. C'est effectivement un changement significatif dans le paysage parlementaire québécois que l'avènement du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Et pour souligner l'occasion, aujourd'hui, nous recevons un invité qui nous partagera son expérience de l'époque. Donc, Monsieur Louis Sormany, qui est avocat de profession. Il a eu une longue carrière dans la fonction publique québécoise, notamment au ministère de la Justice et au ministère du Conseil exécutif. À compter de 2001, il est devenu secrétaire adjoint à l'éthique et à la législation au ministère du Conseil exécutif, où il a collaboré étroitement à la rédaction des règles déontologiques des fonctionnaires et administrateurs publics québécois, mais aussi au Code d'éthique et déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Donc, il a été un témoin privilégié des travaux qui ont conduit à l'adoption de la loi, et nous sommes très heureux qu'il se joigne à nous aujourd'hui pour en discuter. Bonjour, Monsieur Sormany. Bonjour. Alors, je vous propose d'entrer immédiatement dans le vif du sujet. Un bon point de départ serait de parler du contexte historique ou du contexte de l'époque pour ce qui est des règles d'éthique parlementaire au Québec et des différents axes de réflexion que les gens avaient à l'époque. Donc, peut-être une question tout à fait personnelle. Comment êtes-vous rentré à vous intéresser à ce sujet et comment vous y avez été mêlé? Comment j'ai été mêlé, puis aussi le contexte. Alors, je vais commencer par le contexte un petit peu, puis parce que je vais m'intégrer dans ce contexte-là en moment. Alors, au début des années 2000, avec la nouvelle loi sur l'administration publique, puis les efforts de modernisation de l'administration publique québécoise, on a senti besoin que pour être plus efficace, les fonctionnaires ne devaient pas s'en mettre uniquement à des règles, puis suivre la règle, puis comme on lit dans les astérix, en trois exemplaires gravés sur pierre, tout ça, il fallait leur laisser un petit peu plus de liberté, faire preuve d'un peu plus de jugement. Parce que ce qu'on demandait aux fonctionnaires, finalement, c'est de pas regarder uniquement la conformité légale, mais de regarder qu'est-ce qui serait le mieux, quel serait l'idéal, la solution la plus légitime, la meilleure, disons, dans les circonstances. Parce que toutes sortes de cas qui pouvaient se présenter, qui n'étaient pas, la société est extrêmement complexe, les relations humaines, c'est complexe, donc on ne pouvait pas tout prévoir. Et c'est à ce moment-là que l'éthique est apparue comme un instrument pouvant permettre aux fonctionnaires de faire ce genre de raisonnement-là dans les cas qui concernent sa conduite, mais aussi je dirais, dans les décisions qu'il a à prendre à l'égard d'administrer, des gens du public, etc. D'ailleurs, si on fait si je peux me permettre un petit aparté sur la déontologie et l'éthique, parce que souvent c'est confondu, ces deux notions-là. La déontologie, c'est la théorie des devoirs en morale. C'est ce qu'on est obligé de faire, donc on parle de devoirs, d'obligations et éventuellement de sanctions la plupart du temps. Règles, les avocats, on aime ça. Quand on parle d'éthique, on parle plutôt d'art de diriger sa conduite. Alors, on voit déjà quand on parle d'un art, qu'on n'est pas au même niveau que la déontologie qui est les devoirs. Donc, on demandait aux fonctionnaires, c'est beau de regarder la légalité, mais en 2 ou 3 solutions légales, et peut-être même une illégale, l'illégale, évidemment, vous la laissez tomber, mais en 3 légales, c'est de trouver quelle est la plus intelligente. Et ça, on a des cas avec le protecteur du citoyen, qui souvent sort, à chaque année dans ce rapport, c'est au-delà des grandes enquêtes, là, mais sort dans des petits cas des décisions où on s'aperçoit qu'il y a un fonctionnaire qui a appliqué une décision, il a été vraiment à la lettre, puis il aurait peut-être pu faire preuve d'un peu plus d'imagination, de jugement, sans aller à l'encontre de la règle, se dire, dans ce cas-là, c'est pas tout à fait pareil, puis on devrait peut-être aller un petit peu plus loin, puis plutôt prendre telle solution que l'autre solution. D'avoir une réflexion sur le processus qui fait partie de l'éthique, plutôt que de simplement se baser sur une règle. C'est ça. Puis d'adapter sa conduite à des principes, guider, se laisser guider par des principes.
Alors, toute cette réflexion-là visait l'ensemble des députés. Alors là, on est au début des années 2000, et c'est dans ce cadre-là, à un moment, qu'ils ont décidé, ils ont dit, il faut montrer que c'est quand même sérieux, les questions d'éthique, alors, et que c'est quelque chose que le gouvernement veut que ce soit vraiment implanté. Alors, ils ont décidé de nommer un secrétaire adjoint à l'éthique. Et c'est là que je m'immisce tantôt. J'ai dit que j'allais vous expliquer comment je me suis immiscé dans le processus. Alors, Vous avez glissé. j'ai glissé dans ça. Auparavant, j'avais fait un rapport en 1988, je pense, sur les normes d'éthique applicables. Normes d'éthique, c'est déjà un petit peu antinomique, mais en tout cas. Les normes d'éthique applicables aux fonctionnaires, qui étaient plutôt légales, parce que dans ce moment-là, on n'avait pas eu une réflexion éthique très poussée. Mais là, dans les années 2000, au début des années 2000, il y avait toute cette réflexion-là qui était là. Et c'est là que j'ai été nommé. Et c'est comme ça que étant responsable éthique au niveau du gouvernement, des emplois supérieurs notamment, à ce moment-là, quand est arrivée l'idée de rédiger un code d'éthique, j'étais une personne ressource. Et en plus, j'avais fait une carrière depuis mes tout débuts. J'ai toujours fait une carrière en législation. Alors, pour rédiger le code, j'étais comme une personne, incontournable. Je pense que c'est exactement ça. Là. Alors donc, dans toute cette réflexion-là sur l'éthique, on s'est dit, quelqu'un s'est dit, ouais, mais les députés, comme corps public de décideurs, parce que les autres, ils peuvent faire fi de l'éthique puis rester étrangers à ça. Alors, à un moment, ils sont sentis le besoin d'intégrer un petit peu les députés. Alors, les députés, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui s'appliquait à eux autres? Essentiellement, c'était des règles de conduite qu'on trouvait dans la loi sur l'Assemblée nationale qui datait de 1982 et qui touchait les fonctions incompatibles et les conflits d'intérêts. En gros, c'était ça. C'était assez limité. Là. Oui, c'était très limité. C'était uniquement ces deux aspects-là qui étaient couverts. Ça s'appliquait à tous les députés, donc aux ministres, mais dans l'exercice de leur fonction de député. Donc, les ministres, on verra tantôt, il y avait d'autres règles qui s'appliquaient aux autres. Il n'y avait aucun mécanisme formel de contrôle de ces règles-là. Il y avait un jurisconsulte qui était là pour donner des avis, aider les députés qui avaient des problématiques là-dessus, comment les résoudre, etc. Mais il n'y avait aucun mécanisme de contrôle. Et bon, à la rigueur, si un député faisait une coche mal taillée, puis là, ça entraînait une atteinte au privilège de l'Assemblée, ben là, la loi sur l'Assemblée prévoyait des mécanismes, mais c'était éminemment politique à ce moment-là. Mais il n'y avait pas de mécanisme de contrôle. La seule façon, je pense, à l'époque de la loi sur l'Assemblée nationale, des dispositions, c'était de mettre en cause la conduite d'un élu à l'Assemblée. Là. C'est ça. Au président. Puis le député qui mettait en cause mettait son siège en jeu, parce que si jamais le président disait non, il n'y a pas commis de faute, l'Assemblée disait il n'y a pas commis de faute, à ce moment-là, le député qui avait fait l'accusation, en pratique, il mettait son siège en jeu, politiquement, il perdait, en tout cas, je ne sais pas. C'est pour éviter les demandes de frivoles. Oui, c'est ça, là. Puis c'est un jeu politique qu'il y avait là-dedans. Alors, ça, c'était ce qui s'appliquait aux députés. Du côté des ministres, eux autres, ils étaient régis par des règles supplémentaires, parce qu'on comprend que dans le cas d'un ministre, les conflits d'intérêts ou les questions peuvent devenir plus touchées. Les fonctions ne sont pas les mêmes non plus. Non plus. Puis les responsabilités, eux autres, il y a le ministre des budgets, puis ils donnent des contrats, des subventions, etc. Ce qu'un député fait, mais de façon plus limitée, disons. Alors, pour les ministres, à ce moment-là, ce qui s'appliquait à eux, c'était des directives qui étaient émises par le premier ministre. Alors, il y avait une directive qui concernait les conflits d'intérêts, alors qui venait ajouter là-dessus. Les ministres devaient aussi faire des déclarations d'intérêts pour déclarer quels étaient leurs intérêts, etc. Il y avait une directive sur les cadeaux, les dons les avantages qu'ils pouvaient recevoir, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas recevoir. Et c'était un montant, pendant longtemps, en tout cas, c'était un montant, là, mettons, pas plus de 50 $, pas plus de 25 $ de but, 35, 50, quelque chose du genre. Et il y avait aussi une directive qui n'existait pas en l'an 2000, mais qui est arrivée après coup, sur l'après-mandat. Un député, on imagine un ministre qui a travaillé, mettons, dans un secteur donné, et qui a fait affaire avec telle compagnie, et qui quitte son poste, et qui se retrouve au conseil d'administration ou au président exécutif de cette compagnie-là. Là, les gens ça soulève des questions. Ça pouvait soulever des questions, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, on avait prévu des règles là-dessus. Alors, pour les ministres, c'était ce qui s'appliquait, mais évidemment, pour les ministres, c'était pas totalement satisfaisant. C'était plus souple, vu que c'était des directives du premier ministre, il fallait donc les adapter aux diverses situations qu'on rencontrait.
il peut évoluer plus facilement dans le temps que quand c'est une règle de droit comme un code d'éthique. Là, il faut faire tout un processus à l'Assemblée nationale. Par contre, certains diraient, des mauvaises langues pourraient pu dire, un premier ministre pouvait les adapter à son goût, entre guillemets. Et ça, c'était peut-être un inconvénient. Et c'était peut-être pas, c'est ça. En plus, je veux dire, c'était pas discuté sur la place publique. Là. C'était vraiment géré. Non, c'est ça. C'était géré. C'est ça. Alors, il y avait ce choix-là. Donc, au moment où on s'est interrogé pour savoir ce qu'on devrait faire un code d'éthique, déontologie pour les députés, on s'est dit, est-ce qu'on devrait inclure des règles applicables aux ministres ou non là-dedans? Parce qu'il y a tout un jeu, là, je ne veux pas perdre des auditeurs, mais de séparation des pouvoirs. L'exécutif, ça relève, les ministres relèvent du pouvoir exécutif, donc du premier ministre, etc. Alors, ça prenait une décision, il fallait que le premier ministre dise oui, moi je veux que les ministres soient couverts. On aurait pu avoir, en d'autres mots, un code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale à titre de député, puis arrêter là, puis rien prévoir pour les ministres. Alors, ça, la question se posait aussi. Est-ce que dans l'intérêt, là, où vous parliez, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on s'est intéressé donc à l'éthique et la déontologie des élus. Je sais que le Québec est la dernière province au Canada à avoir adopté un code d'éthique et déontologie. Est-ce qu'à un moment donné, justement, est-ce que de voir ces codes qui rentraient tranquillement en vigueur ailleurs, est-ce que ça a créé une certaine pression ici? Est-ce que c'est rentré dans la balance ou non, c'est juste... Je dirais qu'on était conscient qu'on était la dernière ou l'avant-dernière, peut-être Terre-Neuve ou je ne sais pas trop, peut-être il y en avait une autre, mais en tout cas, disons qu'on peut dire qu'on était la dernière, là, qui n'avait rien adopté, mais le Québec est toujours un petit peu plus spécifique dans ces choses-là. Je dirais que par rapport, pas rien que dans le reste du Canada, mais je dirais dans la plupart des démocraties de type britannique, là, comme la nôtre, il y avait des codes qui avaient été adoptés. Je ne peux pas dire que c'était une grande pression, en tout cas, je ne pense pas, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, j'explique le contexte, puis on va arriver aux travaux préliminaires, mais la question de ce qu'on adopte un code d'éthique pour les députés, au-delà de tout ce contexte-là qui existait, là, puis des règles existantes, ça s'est posé au moment où est arrivée la réforme parlementaire, donc en 2004. Alors, c'est là qu'en 2004, il y a eu le ministre de la Réforme qui a proposé une réforme parlementaire qui visait toutes sortes de sujets, là, ça pouvait viser les débats, la durée des débats en Chambre, tout ça, des sujets très concrets là, pour le quotidien des députés. Mais il avait ajouté un chapitre ou une section, enfin, ou une recommandation qui disait qu'on devrait adopter un code d'éthique et de déontologie pour les membres de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'était se mettre, par rapport aux autres provinces, oui, c'était se mettre au goût du jour là-dessus. Et il y avait peut-être aussi, on se disait, on est peut-être rendu là aussi. Là, je veux dire, je pense que le monde était conscient là, des lacunes là, de la loi sur l'Assemblée nationale. Bon, plusieurs phénomènes convergeaient vers ça. Il y avait plusieurs phénomènes, alors allons-y, politiquement, au fur et à mesure, peut-être pas en 2004 comme tel, mais dans les années qui ont suivi, il y a eu toutes sortes d'allégations, des fois qui touchaient des hauts fonctionnaires, mais qui des fois touchaient des ministres, des allégations de conflits d'intérêts ou de situations irrégulières. Puis, c'est une directive sur l'après-mandat qui a été adoptée. Ça avait même été adopté avant. C'était sous M. Landry que ça avait été adopté parce qu'il y avait eu tout un problème justement et ça faisait plusieurs fois qu'on voyait des ministres qui étaient partis puis qui se retrouvaient dans le même secteur où il y avait œuvré puis à des positions assez influentes. Alors, donc, il y avait tout un contexte aussi politique qui faisait qu'on sentait un besoin là, d'avoir un code d'éthique là-dessus. De mettre des règles claires et explicites sur... Oui, puis plus complètes, puis avec un mécanisme de contrôle s'il le faut, etc. Vous avez parlé donc en 2004, là, l'exercice de réforme qui s'est entamé, dans lequel on a suggéré, où il était suggéré de se pencher là-dessus. Donc, on s'est penché là-dessus dès ce moment-là? C'est ça. Alors, en ce moment-là, en fait, c'était en octobre 2004, il y a eu la constitution, dans le cadre des travaux de la réforme parlementaire, d'un comité de travail sur la déontologie des parlementaires, alors qui était composé de 4 représentants de diverses formations politiques. Il y avait 2 libéraux, un péquiste et un de l'ADQ dans le temps. Donc, il y avait 4 députés. Il y avait 3 fonctionnaires de l'Assemblée nationale. J'étais là-dessus, ainsi que le secrétaire adjoint au Conseil exécutif à la réforme des institutions démocratiques. Et il y avait aussi un professeur en éthique de l'Université de Sherbrooke et un juge de la Cour d'appel à la retraite qui siégeait sur ce comité-là. Alors, ce comité-là, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire
comme nouvelle règle. Alors, on est parti évidemment de ce qui existait d'une part dans la loi sur l'Assemblée nationale, ce qui existait aussi au niveau des fonctionnaires, parce qu'il y avait quand même des règles qui pouvaient peut-être être interprétées. On a regardé aussi qu'est-ce qui existait un petit peu au fédéral, dans le monde, particulièrement au fédéral pour les déclarations d'intérêt des députés, comment ça marchait, parce qu'on avait les nôtres pour les ministres, mais voir un peu pour les députés qu'est-ce qu'il en était. Donc, on est parti là-dessus. Et là, le comité, je vous dirais, s'est penché sur 3 grands points. La question des valeurs de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y avait des règles de conduite. Donc, on s'est arrêté sur les règles de conduite qui étaient applicables. Et ensuite, sur les mécanismes d'application possibles. Alors, c'est là qu'on a prévu l'institution d'un commissaire à l'éthique et à la déontologie et un régime de sanctions applicables. Qu'est-ce qui arrive si c'est des coches mal taillées? Tout ça dans le respect, évidemment, c'est pas facile, des privilèges parlementaires, le respect de la juridiction du bureau de l'Assemblée nationale. Les sanctions applicables aussi, il faut tenir compte que les députés, c'est quand même des élus par le peuple. Alors, c'est pas vrai que par un caprice, on va enlever, on va dire un député, tu perds ton siège, puis il va y avoir une élection complémentaire. C'est quelque chose. C'était toutes des choses qu'il fallait évaluer comme il faut. Et on a donc produit un rapport en 2005 qui a pris la forme d'un projet de loi instituant le code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, qui serait applicable aux députés et aux ministres, mais pour ces derniers-là, uniquement dans l'exercice de leur fonction de député. Parce que là, à ce moment-là, ce que le comité a dit, l'application aux ministres, ce sera au Conseil des ministres de décider qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Alors ça, c'est un peu le contenu du rapport. Là, Est-ce que je peux me permettre une petite question? Oui. Vous disiez, vous parlez de l'importance des valeurs, puis pourquoi vous y avez accordé de l'importance, notamment, vous parliez quand c'est venu au début, pour les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, mais quand on regarde ce qui se fait ailleurs, notamment au Canada, les valeurs, l'inclusion de valeurs, principes éthiques dans le code, c'est quand même, il n'y en a pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous, dès le départ, vous vous êtes dit, c'est une bonne idée de l'inclure là, parce que c'est une spécificité vraiment qu'on a par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc, l'importance, puis je partage tout à fait sur l'importance, mais je trouve ça intéressant de voir qu'on s'est démarqué en quelque sorte en voulant y aller dès le départ là-dessus, alors que c'était pas ailleurs. Est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là que vous alliez dans une direction qui était plus loin que ce qu'on avait ailleurs? Je dirais par rapport au reste du Canada, parce que je ne suis pas prêt à dire que dans le monde, là, je ne suis pas prêt à dire qu'on est les seuls. Là. Ça faisait partie un peu du contexte que j'ai expliqué au début, où l'administration publique travaillait vraiment sur l'éthique par rapport à la déontologie. Okay. On s'est dit, si on produit un simple code d'éthique, ça va être des règles applicables, tout ça, puis ce ne sera pas intéressant pour les députés, puis ce ne sera pas intéressant pour les citoyens, puis personne. Il faut aller au-delà puis en mettre un petit peu plus. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'est important d'avoir un code qui soit vraiment un code d'éthique et de déontologie. Il faut dire qu'en anglais, on parle d'éthique, puis ils n'ont pas le terme déontologie, là, c'est pas un terme propre, là, je veux dire. Alors, eux autres, ils n'ont pas vraiment le terme déontologie. Et eux autres, c'est plus mêlé un peu, c'est moins clair un peu, cette distinction-là qu'on fait, mais quand même, il faut bien voir qu'il y a des liens entre les deux, là. Je veux dire, on fait la distinction, justement, pas ça, souci intellectuel, mais dans la vie, c'est un mélange des deux. Alors, il y avait moins ça là-bas, et nous autres, on sentait vraiment le besoin d'avoir un véritable code d'éthique et de déontologie. Alors, moi, j'en arrive un peu, là, qu'est-ce qui est advenu de ce rapport-là. Absolument. Alors, ce rapport-là, évidemment, le secrétaire général a dit, il dit, je voudrais avoir un consensus des partis pour qu'on présente un code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, présenter un projet de loi comme ça, si le gouvernement arrive avec ça, puis il n'y a aucun consensus, on peut avoir des problèmes. Alors, il a commencé à faire des consultations auprès des leaders des partis. Ça discutait, etc. Mais ça n'aboutissait pas tout à fait. On était en 2005 quand on a fait notre rapport. Je ne sais plus si c'était à la fin de l'année 2005 ou je pense que c'est plutôt vers la fin de l'année 2005. Il y a eu des élections après ça en 2007. Donc, nouveau Parlement, il faut reprendre un petit peu. En 2008, parce qu'on a eu un gouvernement minoritaire, donc en 2008, encore des élections, ça a encore retardé le processus. Et finalement, on n'a pas réussi à arriver à un véritable consensus. Je dis on, là,
c'est pas moi qui ai fait ces négociations-là, c'est le secrétaire général. On exclut la personne qui parle. Oui, non, mais je n'aurais pas fait mieux. Et ils ne sont pas arrivés à un consensus. Et le gouvernement, finalement, a décidé d'aller de l'avant au début de 2009. Alors, il y avait une question aussi, était un peu méfiante. Alors, on se disait, est-ce que c'est au gouvernement de nous présenter un code d'éthique et de déontologie, ou est-ce qu'on ne devrait pas nommer plutôt un commissaire qui, lui, nous proposerait un code d'éthique et de déontologie? Ce qui aurait été une autre façon de faire, j'en conviens. Donc, le gouvernement a décidé d'intégrer au code, a décidé d'aller de l'avant avec un projet de loi. Et à ce moment-là, le gouvernement a dit aussi, on va intégrer au code des règles applicables aux ministres. Alors, donc, la décision de laisser les directives puis aller avec une loi. Oui, y aller avec une loi. Il faut dire qu'au fédéral, on avait eu un petit peu la même chose. Au fédéral, il y avait eu des directives qui avaient été faites par M. Harper au début, qui étaient devenues un code. Il y a un code, puis la loi sur les conflits d'intérêts, finalement, qui, elle, est applicable aux hauts fonctionnaires, etc. Alors que nous autres, ici, on avait déjà des règles applicables aux hauts fonctionnaires, aux sous-ministres, donc on n'avait pas besoin. Ce qui nous restait à viser, là, le point qui était manquant, c'était vraiment les députés et les ministres. Donc, le gouvernement a présenté son projet de loi, qui est le projet de loi 48, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Alors, le 14 mai 2009, pour être précis. Et ce qu'on a dit, ce qu'on s'est dit au gouvernement, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas eu de consensus sur le contenu, puis est-ce qu'on doit faire ça, parce que le rapport du commissaire doit faire ça, etc. On s'est dit au gouvernement, si on ne veut pas se faire accuser d'arriver avec un code qu'on a rédigé à notre goût, entre guillemets, bien, ce qu'on va faire, on va prendre le rapport du groupe de travail, qui était quand même un rapport de l'Assemblée, sous la gouverne de l'Assemblée nationale, et on va intégrer sous forme législative les directives du premier ministre. Donc, on va partir de ça. Parce qu'on savait que depuis 2005, il y avait eu des évolutions en matière d'éthique. Comme j'ai dit tantôt, les valeurs, quand on a un rapport à produire, des fois, on n'a pas le temps de faire une réflexion pendant trop long, parce qu'on a d'autres chats à fouetter aussi que ce comité-là. Alors, on s'est dit, on va présenter ça, et puis on verra qu'est-ce qui se passera, puis on modifiera le code au fur et à mesure. Donc, comme base de travail. Comme base de travail, on est parti de ça. Donc, projet de loi qui a été présenté avec processus régulier, donc étude du projet de loi lors de commission, lors de consultation. De façon générale, qu'est-ce qui a été discuté, qu'est-ce qui est ressorti autant lors des consultations que pendant les débats? Je vous dirais que c'est un projet de loi qui, manifestement, on ne pouvait pas éviter l'étape des consultations parce que c'était quelque chose quand même d'assez fondamental parce qu'on touche quand même la conduite des députés, puis c'est eux autres qui exercent la souveraineté législative au Québec. Alors, à ce moment-là, on s'est dit ça prend une commission parlementaire. Et deuxièmement, je pense que même du côté ministériel, mais l'opposition aussi voulait avoir un feeling là, sur ce document-là. Là, c'est bien beau, ça a été produit par un groupe qui relevait de l'Assemblée nationale, mais essentiellement un groupe de fonctionnaires. Mais ça a-tu du bon sens? Y a-tu des choses, etc.? Donc, il y a eu une commission parlementaire qui a été tenue là-dessus. En fait, elle a eu lieu en juin et en décembre 2009. Elle a eu lieu en 2 temps. Les personnes qui sont venues ici, qui sont faites entendre, on a eu beaucoup d'éthiciens, une bonne dizaine d'éthiciens, à mon souvenir, là, évidemment, qui étaient intéressés par cette question-là. On a eu des personnes aussi qui étaient chargées du contrôle de l'éthique. Alors, le jurisconsulte de l'Assemblée nationale est venu nous présenter ses observations. On a eu le commissaire fédéral qui est venu aussi nous présenter ses observations, ainsi que le commissaire du Nouveau-Brunswick, puis le commissaire de l'Ontario qui lui a produit un mémoire, mais qui ne s'est pas fait entendre. Mais c'est quand même bien d'avoir eu un mémoire. Et on a aussi des organismes intéressés par l'éthique, comme le commissaire au lobbyisme, parce que c'était une question qui s'assurait apparentée jusqu'à un certain point. Le protecteur du citoyen, l'Office des professions du Québec, qui s'occupe évidemment des codes de déontologie, d'éthique et de déontologie, dans certains cas, des diverses professions. Et il y a le barreau du Québec. Il y en a peut-être d'autres là, que j'oublie, là, mais je veux dire, en gros, là, c'est un peu ça. Alors, évidemment, les éthiciens, eux autres, sont venus nous parler des valeurs. Et ils nous ont fait des remarques sur la différence entre l'éthique et la déontologie.
Là, selon chaque éthicien, parce qu'il n'y a jamais d'unanimité dans ces questions-là. Alors, il y a des éthiciens qui disaient parler d'un code d'éthique, c'est impossible. Un code de déontologie, mais l'éthique, ça se codifie pas. Donc, on ne peut pas parler d'un code d'éthique. D'autres disaient, oh, on peut avoir un code d'éthique et de déontologie, faire vivre les deux, mais, etc. Alors, ce qui est ressorti, finalement, c'est que notre chapitre, qui était en fait un article sur les valeurs, était un petit peu chenu, comme on dit en bon canadien, un peu maigre, et qu'il fallait vraiment mettre plus d'accent sur les valeurs, qu'on sache vraiment de quoi on parlait, puis voir s'il fallait les redéfinir, etc. Là, mais là-dessus, là, c'était assez unanime qu'il y avait un manque là-dessus, puis il fallait revoir cette section-là. L'autre gros point qui a été discuté lors de ces audiences-là, c'était le mode d'adoption du code. Et je dirais que ce qui s'est dégagé de la plupart des éthiciens qui ont été représentés là, c'est qu'il fallait viser un consensus entre les parlementaires. Donc, il fallait que le code vienne des parlementaires. L'idée que ça vienne d'un commissaire qui soumettrait un code, c'est évident que les parlementaires le regarderaient puis ils feraient leur remarque, mais l'important, c'est que ça vienne des parlementaires, donc que ça soit discuté au niveau de l'Assemblée. Ça, ce qui nous réconfortait dans notre démarche, parce que si tout le monde avait dit non, ça vous prendrait un Jules Père qui vous fait le code, puis après ça, ben, on verra, puis oubliez votre code, là, on aurait été gros gens comme devant un petit peu. Et ça, là-dessus, ça peut être aussi rassurer l'opposition. Et vous direz, parce que tantôt, j'ai parlé peut-être qu'il y avait des craintes de la part de l'opposition. Alors, c'était manifeste qu'il y avait une certaine crainte lors des commissions. On voyait les questions, d'ailleurs, des questions qui étaient posées par l'opposition manifestaient un petit peu cette crainte-là. Mais moi, en regardant un petit peu, avant de venir ici, j'ai regardé un petit peu les extraits des débats et j'ai vu que l'opposition avait quand même pas mal d'idées là-dessus. Et il testait des choses auxquelles il avait pensé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'opposition, finalement, est rentrée dans le jeu. Là. Vraiment, autant il y avait une méfiance au début, autant quand on dit « OK, on embarque », ils ont fait un effort sincère de faire un bon code. Puis c'était un exercice intellectuellement intéressant, politiquement aussi, mais intellectuellement intéressant. Puis, je pense que c'est le bon moment pour vous poser la question. C'est quoi les grandes discussions? Comment la réflexion a évolué? C'est quoi les principales questions là, qui ont vraiment suscité des débats entre les parlementaires? Alors, sur le contenu du code, donc, quand on est arrivé, parce qu'après pour le public, après l'audition, les auditions en commission parlementaire, là, on retourne dans nos bureaux, etc. Et là arrive ce qu'on appelle, autrefois la deuxième lecture, l'adoption du principe. Alors là, les gens le ministre et l'opposition fait des grands discours sur le principe d'adopter un code, puis qu'est-ce qu'il devrait contenir, puis etc. Je me souviens que le ministre, à ce moment-là, c'était M. Dupuis, avait dit qu'on était très ouvert à ce qu'il y ait des amendements et qu'on était prêt à entendre l'opposition pour améliorer le texte, etc. Ça là-dessus. Et l'opposition a pris la balle au bon. Oh, prenait la balle au bon, ça c'est évident. Un travail de bonification qui a été fait parce que quand on voit le projet de loi présenté et le projet de loi adopté, il y a vraiment eu une évolution. Écoutez, il y avait 129 articles, je pense, puis il y a eu peut-être 120 amendements, là, je vous dis ça de mémoire à peu près. Ceci dit, je vous dirais, ça a été ma surprise parce que j'étais resté sur l'impression, moi, ça fait plus de 10 ans de ça, là. Alors, j'étais resté sur l'impression qu'on l'avait passé au travers de dessus, on l'avait vraiment rédigé. Quand je regarde ça, oui, on a fait beaucoup d'amendements de concordance, beaucoup de précisions, mais la structure globale est restée la même. Et je dirais que les règles de fond, sauf quelques-unes dont on va parler tantôt, sur les valeurs, sur les dons, entre autres, mais les règles de fond sont pas mal restées les mêmes. Et ça, là-dessus, finalement, je me dis qu'en 2004, dans le rapport du comité avec l'Assemblée nationale, on avait quand même fait un bon travail de base, en tout cas. Ça, c'est certain pour moi. Le premier point, évidemment, je ne dis pas que c'est le premier qu'on a réglé parce qu'en fait, je vous dirais, on a fini par ça. On a fini par les valeurs. Ah oui? Okay. Oui, on a... En fait, ça s'est produit, ça s'est fait en 2 temps. Hein. Ça s'est fait à l'automne 2009 pour commencer, puis ça finit au printemps 2010. L'étude article par article s'est fait en 2 temps. Et dans un premier temps, on est passé au travers de l'ensemble du code, et ce qui était trop problématique, on le mettait de côté. Alors, notamment, les valeurs ont été mises de côté, et des discussions sur les dons et les avantages, ça a été mis de côté, parce que ça suscitait des réflexions, puis il y avait beaucoup d'hypothèses. Pour ce qui est des règles sur les conflits d'intérêts, tout ça, on a grugé plus dans le fond, etc. Puis on est passé au travers du code. Et là, quand on est arrivé après ça au printemps, M. Dupuis a cédé sa place à M. Fournier, là, je veux dire, bon. Et donc, et à ce moment-là, je me souviens qu'au début, là, quand on est arrivé à l'automne 2010,
je fais comme des tableaux pour dire qu'est-ce qui était en suspens, où est-ce qu'on en était rendu, puis c'était quoi l'état des discussions. Il y avait des amendements qui avaient été déposés, qui n'avaient pas été acceptés, il y avait des questions en suspens, etc. Tout ce qui avait été adopté. On a fait une codification administrative à ce moment-là de l'état du code, là, avec les propositions qui étaient en suspens, etc. Je vous dirais donc l'atmosphère des travaux, je vous dirais que les travaux sont... Ça s'est déroulé, je dirais, globalement assez rondement. Je veux dire, l'opposition soulevait des questions, etc. Puis on essayait de répondre. Puis c'était très stimulant au point de vue intellectuel. Des fois, ça se retourne de bord. Alors, des fois, on pensait aller dans une direction, puis oups, ça allait de l'autre bord, etc. Alors, moi, j'essayais de rédiger au travers de tout ça, tout en intervenant dans les débats, parce que j'avais quand même une expertise en éthique, en plus de l'expertise en législation. Donc, j'intervenais couramment dans les débats là-dessus. Et ça aide, mais c'était très stimulant. Vous étiez un acteur à part entière. Quand on regarde le journal des débats, quand on cherche l'intention du législateur, on tombe souvent sur votre nom et sur vos explications. Ouais, je sais j'ai relu un moment, puis dans le journal des débats, puis moi, je savais la règle, il fallait toujours que je me présente pour les fins du journal des débats, pour qu'ils sachent. Alors, je disais Louis Sormani, secrétaire adjoint d'éthique et à l'éducation, ministère du Conseil exécutif. Le ministre ou le député, M. Bédard, on le connaît, lui, c'est un vrai fantôme. Il a nos travaux. Non, ça allait bien. Alors, allons-y avec les valeurs, même si on a fini par ça, là, mais allons-y avec les valeurs. Alors, les valeurs, il y a vraiment une réécriture complète. On avait prévu 5 valeurs proposées, dont une qui faisait parler de justice sociale, si je me souviens bien. Puis ces valeurs-là, il y en a quelques-unes qui chicotaient l'opposition, qui se sentaient mal à l'aise. Ils disaient, un parti plus de droite ne sera peut-être pas à l'aise avec l'énoncé de valeurs, etc. Puis bon. Finalement, je dirais que des 5 valeurs qu'on avait proposées, on en a gardé peut-être 3. Et l'opposition nous est arrivée avec un texte qui proposait d'autres valeurs qui était plus actualisé, qu'est-ce qu'on attend du député comme tel. Moins les valeurs de l'Assemblée nationale, mais les valeurs qu'on attend de la conduite du député. Alors, on en est arrivé à dire donc que nos députés, finalement, n'ont pas une conduite strictement légale, mais une conduite qui aspire aussi à des idéaux de loyauté, de justice, de rigueur, d'honnêteté, de respect. Et ces idéaux-là, ils sont affirmés à l'article 6. Il y en a d'autres aussi, mais ça me paraît, moi, les plus fondamentaux là-dedans. Mais ça traduit vraiment cette nécessité, le devoir d'exemplarité auquel on fait référence souvent quand on parle de la conduite des élus. Je pense que ça illustre bien. Oui, mais l'exemplarité, j'ai toujours eu... On vise ça, puis on veut avoir une plus grande confiance, c'est ce qu'on vise, mais c'est évident que je ne voulais... On disait que la conduite du député était empreinte de, mais on ne disait pas doit être exemplaire. Parce que ça, ça aurait été un piège, là. C'est d'appeler les députés à avoir cette conduite-là qui serait modèle, sans être eux-mêmes là, tenus à ce standard. C'est ça, parce que c'est demandé beaucoup, là. Déjà, on leur en demande pas mal là, dans le quotidien. Là, et qu'ils soient des inspirations pour... Oui, c'est ça. Mais, alors, on retrouvait donc ces valeurs-là, on a retrouvé ces valeurs-là fondamentales. Et aussi, on a prévu un article. En fait, j'avais prévu une série d'articles, mais dans le cours de discussion, ils ont été un petit peu charcutés, réintégrés, tout ça. Et finalement, on a ramené ça à un article qui disait que les députés reconnaissent que ces valeurs doivent les guider dans l'exercice de leurs charges, ainsi que dans l'appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables, et qu'il doit être tenu compte de ces valeurs dans l'interprétation de ces règles. Alors ça, les députés... Ils recherchent la cohérence entre leurs actions et les valeurs énoncées au présent titre, même si en soi leurs actions ne contreviennent pas aux règles déontologiques qui leur sont applicables. Je pense que cet article-là fait bien sortir qu'avec les valeurs éthiques qui étaient énoncées, on allait au-delà de la légalité. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est ce qui justifie, je dirais, là, il y a des belles valeurs l'article 6, mais je veux dire, c'est quoi les valeurs par rapport au reste? Puis c'est quoi un code d'éthique versus un code de déontologie? Je pense qu'on a la substance de cet article 8-là, qui est extrêmement important. Donc, on se retrouve finalement avec 4 articles sur les valeurs. C'est pas énorme. Plus d'autres articles qui disent plus loin que le commissaire doit tenir compte des valeurs quand il interprète les règles déontologiques, puis que les enquêtes, évidemment, ils portent sur les règles, sur la conduite déontologique, ça porte pas comme tel sur les valeurs, là, je veux dire, les plaintes qui peuvent être adressées, là, je veux dire. Les demandes d'enquête. Les demandes d'enquête, c'est ça. Mais je veux dire, ces 4 articles-là,
Je pense que c'est suffisant pour dire que c'est un code d'éthique et de déontologie. Puis moi, je pense que c'était extrêmement important qu'on en arrive, parce que la fonction de député, c'est quand même une fonction honorable. Puis ça permet de le faire ressortir, c'est fondamental. Puis la population a de plus en plus d'aspiration envers les députés quant à l'honnêteté et toutes ces valeurs-là, je veux dire. Les temps et les valeurs évoluent. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est pour les valeurs. Pour ce qui est des dispositions sur les incompatibilités de fonctions et les conflits d'intérêts des députés, on a repris pas mal, mais en les ajustant, puis en les complétant, ce qui existait dans la loi sur l'Assemblée nationale. Et on a ajouté, évidemment, pour ce qui est des députés, l'obligation de faire une déclaration d'intérêt, ce qui n'existait pas avant. Et on a prévu aussi qu'il y a un sommaire public qui serait rendu public de ces déclarations-là. L'obligation de faire une déclaration d'intérêt, moi, je pense que c'est extrêmement important parce que ça permet aux députés de prendre conscience. Là, premièrement, ça permet de rencontrer le commissaire, ce qui n'est pas mauvais, parce que sans ça, peut-être des députés diraient le commissaire. Quand je n'aurai besoin, je le rencontrerai. Il n'a pas le choix de rencontrer le commissaire pour discuter un peu de ses intérêts. Et puis, un sommaire public aussi, c'est pour que les gens sachent un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Mais évidemment, un sommaire public, on vous demande de déclarer vos intérêts. On ne tient pas à avoir le montant. Nous autres, on ne veut pas savoir si vous êtes millionnaire ou pas, mais on veut savoir si vous avez des actions dans le domaine où on va vous nommer, parce que là, ça peut être important pour les conflits d'intérêts. Alors, c'est un peu ça, là, finalement, qui ressort. C'est une mesure de prévention. Oui, c'est ça. C'est intéressant, d'un côté, il y a la déclaration, il y a une grande transparence, une très grande transparence. On a quand même beaucoup d'informations très... Évidemment, les ministres, les informations qu'on leur demande, c'est encore plus poussé. Oui, mais c'est très... mais cette notion de dire, bon, on exige une grande transparence, mais en contrepartie, je veux dire, les informations sont traitées par le commissaire, on en prend bonne note, mais on ne rend pas tout ça public. Non. L'idée que ce soit juste un sommaire pour que les gens aient une idée du domaine en gros. Mais... Il y a quand même l'idée de préserver une certaine vie privée qui est intéressante parce qu'il y a des endroits où les déclarations sont directement... et c'est pas toujours, ça ne doit pas être évident. Non, ça ne doit pas être évident si la déclaration est bien faite. Là. Bon, pour ce qui est des règles sur les avantages et les dons. Alors, on avait une règle qui était prévue. Bon, premièrement, il y a deux articles, je dirais, qui sont fondamentaux là-dedans, qui n'ont pas posé de problème. C'est qu'un député ne doit pas accepter un cadeau, un avantage, etc., si ça risque de l'influencer dans ses fonctions. Et, exemple de ça, un député ne doit pas accepter un avantage en échange d'une position. Tu sais, je vais te donner 10 000 $, tu votes non, ou tu votes d'une telle façon, mais là, c'est carrément de la corruption. Donc ça, ces deux articles-là n'ont pas posé de problème parce que c'est assez évident, puis ils touchent les conflits d'intérêts jusqu'à un certain point. Mais qu'est-ce qui arrive de tous les autres dons? Un député, il se fait inviter à un moment à participer à un tournoi de golf où il se fait donner une bouteille de vin à l'occasion d'une inauguration, je ne sais pas trop. Il y a toutes sortes d'autres dons. Et là, c'était pas facile de voir qu'est-ce qui pourrait s'appliquer. Alors, on avait une règle qui existait pour les fonctionnaires et qui était prévue dans le projet de loi, dans la première lecture du projet de loi, qui prévoyait que un député ne pouvait accepter un avantage ou un don que s'il est conforme aux règles de la bienséance, de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité, et que s'il demeure d'une valeur raisonnable dans les circonstances. Ça, c'est une règle qui s'applique aux fonctionnaires. Les fonctionnaires, je vous dirais, fonctionnaires au sens large, les membres de l'administration publique, on s'attend à ce que la règle, ce soit, vous n'avez pas de cadeau. Donc, c'est vraiment l'exception si vous avez des cadeaux. Tu sais, c'est quelque chose d'inhabituel ou c'est la pure courtoisie à un moment. Vous donnez une conférence, on vous offre une bouteille de vin. Bon, OK, ça peut aller. Mais, tu sais, c'est que la Cour suprême a dit, il n'y a pas de problème, un fonctionnaire qui se fait payer une tasse de thé chez Tim Hortons par quelqu'un. Alors, une tasse de thé, c'est pas un gros cadeau. Et ça, c'est une règle qui avait succédé aux règles où on prévoyait qu'un fonctionnaire ne devait pas accepter un cadeau de plus de 25 $, 35 $, 50 $. Ça voulait dire quoi? On ne savait pas trop. Et moi, c'est une règle que, pour les fonctionnaires, je la trouve fondamentale parce que c'est une règle qui fait appel à son sens éthique. S'il n'est pas sûr, il va demander à quelqu'un, mais ça fait appel au sens éthique du monde. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y a un organisme, à un moment, dans le cadre de la commission Charbonneau, qui m'a appelé en tant que secrétaire adjoint à l'éthique. Puis on dit, écoutez, cette règle-là, là, on entend tout ce qui se dit à la commission Charbonneau. Est-ce qu'on ne serait pas mieux de prévoir un montant puis de dire pas de cadeau en haut de 200 $? Comme ça, j'ai dit non.
Gardez cette règle-là, parce que même en bas de 200 pièces, votre cadeau, il peut être problématique. Parce que c'est vraiment un petit pot de vin ou c'est vraiment... Et moi, donc, cette règle-là, pour les fonctionnaires, était fondamentale. On l'avait donc mise pour les députés. Mais les députés... C'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité, puis ça, ils se sentaient pas à l'aise avec ça. Puis ça, je l'ai compris, on l'a compris. Et on est donc arrivé à une règle pour se dire, les autres députés, ben, ce qu'on va faire, c'est, vous pouvez accepter les cadeaux, puis les refuser, évidemment, je veux dire, mais vous pouvez les accepter. Si jamais, des fois, vous voudriez leur refuser, mais c'est délicat, ben, acceptez-le, retournez-le à l'État. Bon. Mais si vous recevez des cadeaux, puis vous les acceptez, à ce moment-là, un mécanisme de déclaration publique si le cadeau a plus de 200 pièces. On a toujours les deux règles précédentes qui disent que il faut pas que ça influence, etc. Là, je veux dire, ces deux règles-là sont toujours là, peu importe le montant. Ça, là-dessus, il y a eu beaucoup de discussions avec l'opposition. Ça a été mis en suspens, des hypothèses qui étaient envisagées, des épluchettes de blé d'Inde. Participe à l'épluchette de blé d'Inde, il mange le blé d'Inde. C'est-tu un avantage? Bon. Bon, là, on tombe dans la caricature un peu, mais je veux dire, c'était pas des questions faciles parce que essayer de prévoir par une règle qui est toutes sortes de situations, c'est pas facile du tout. Et dans le contexte de relation avec les citoyens, c'est ça. Le fait de la nature politique aussi, la fonction. C'est ça. Puis à un moment, ça nous fait plaisir de vous offrir une plaque souvenir, vous offrir un tel cadeau. La plaque souvenir, il peut pas dire non, je peux pas le recevoir. Ben, là, elle est trop belle, votre plaque n'est pas de leur modèle, je la refuse. Tout le monde va dire, c'est quoi cette affaire-là? Alors, le député n'était pas dans la même situation. Et on est arrivé à cette règle-là, et je pense que ça marche. En tout cas, moi, j'ai pas vu de problème dans les rapports des commissaires jusqu'à date. Là. Les déclarations se font pour les dons de plus de 200 pièces. Est-ce que le montant de ce 200 $-là qui a été fixé pour la limite de déclaration, est-ce qu'elle a fait l'objet de... Est-ce qu'il était envisagé de le faire plus haut, plus bas? Plus bas, c'est... Je pense mon souvenir, c'est que c'est arrivé assez vite, à peu près à 200 pièces. On arrive maintenant à des règles applicables aux ministres. Ben, je vous dirais, pour ce qui est de la déclaration d'intérêt, quand on regarde les textes, si on regarde les textes comparés, si des gens, nos auditeurs vont voir ça, ils vont voir que au départ, la déclaration qu'on demandait aux députés, on demandait aux députés de faire une déclaration, et aux ministres, on leur demandait d'ajouter un ou deux éléments de plus, mais c'était à peu près pareil. Et là, l'opposition, je pense, a senti le besoin, et c'était admis que les députés, on va être moins strict avec eux autres, parce qu'il y a moins de problèmes en soi. Donc, on va leur demander une déclaration peut-être un peu plus simple, mais pour les ministres, là, on va mettre le paquet, etc. Ben, il ne faut pas rien oublier, etc. Alors, c'est un peu ce qui s'est fait là-dessus. Bon, dans le contexte que j'ai expliqué tantôt, bon, j'ai parlé d'un contexte de méfiance d'une part au départ, mais dans le contexte aussi où il y avait beaucoup d'allégations, tout ça, prévoir des exceptions, des tempéraments, c'était pas trop au goût de l'opposition officielle, et on peut comprendre aussi. Donc, il y avait des possibilités d'exception qui étaient déjà prévues peut-être dans les directives du premier ministre ou qui n'étaient pas prévues, mais qu'on s'était permis de mettre dans le projet de loi en se disant qu'il va y avoir un commissaire qui va être capable d'apprécier si c'est d'intérêt public, dans un cas précis, de permettre par exemple, à un ancien ministre d'aller exercer une fonction auprès d'une entreprise, même s'il y a eu des contacts officiels directs et importants. Mais si ça fait plus d'1 an, puis si on est capable de voir que vraiment, il y a plus d'1 an qu'il a quitté ses fonctions, puis il n'y a vraiment pas eu de rapport pendant qu'il était ministre avec peut-être qu'il y aurait moyen, etc. Ça a été on veut avoir des règles plus strictes. Et je vous dirais que règles plus strictes, donc ces possibilités d'exception-là sont tombées. On parlait dans le projet de loi de première lecture d'incompatibilité de fonction. Alors, si on parle d'incompatibilité de fonction, ça laisse entendre donc qu'il y a peut-être des fonctions que le ministre pourrait exercer qui seraient compatibles. Et là le consensus est vite fait, exclusivité de fonction pour un ministre. Il n'est pas question qu'il fasse autre chose que ce job de ministre. La porte a été fermée à double tour. Et ça, quand je parle d'opposition, c'est souvent ça venait de l'opposition, c'est normal, parce que le gouvernement avait présenté un projet de loi. Mais, comme j'ai dit, le gouvernement était très ouvert aux suggestions et oui, parce que ça marchait. C'est ce qui ressort beaucoup du Journal des débats, une grande collaboration, de grands échanges, mais d'habitude, je pense que à peu près tous les libellés finaux étaient quand même très consensuels. Oui.
Puis ça allait vite, je peux vous dire Oui, ça. Sormani. ça arrive. Et c'était, oui, on est d'accord, ça marche. Monsieur Sormani, rédigez-nous ça. Là. C'était pas toujours rédigé en belle forme. Là. Ça avait été dit comme proposition, il fallait rédiger. Puis il voulait l'avoir vite. Pour les auditeurs, M. Sommeil nous a présenté son cahier avec ses notes, ou du moins partielles. Ouais, non. On peut témoigner qu'il y a eu du travail qui a été fait là-dedans. Et on est arrivé après ça sur la question des conflits d'intérêts. Et là, évidemment, pour ce qui est des sociétés publiques cotées en bourse, ça là-dessus, c'était prévu que le député devait mettre ça dans une fiducie sans droit de regard. Et le ministre, là, devait mettre ses intérêts dans une fiducie sans droit de regard. Et ça n'a pas posé de problème. Ça n'y avait pas de problème. Par contre, pour ce qui est des sociétés ou des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, qu'on peut appeler des sociétés privées, entre guillemets, des fois c'est gros, des entreprises plus familiales, des fois. Là, on avait prévu un mécanisme. La règle, c'était une règle d'ailleurs qui existait déjà dans les directives qui disait que soit que le ministre devait s'assurer que son entreprise ne fasse pas de marché avec l'État, soit qu'il s'en départisse. Mais là, on avait prévu... Une certaine souplesse. Oui, une certaine souplesse. D'ailleurs, ceux qui regardent la version sanctionnée vont voir à l'article 46 que cette souplesse-là existe, mais c'est pour les intérêts qui appartiennent à une personne, au conjoint ou une personne de la famille immédiate du ministre. Mais pour le ministre, cette souplesse-là a été éliminée. Et je ne cacherai pas que ça a fait l'objet de débats publics là-dessus. Personnellement, je pense qu'on aurait peut-être avantage à penser à revenir à une certaine souplesse, en tout cas, prévoir une certaine soupape dans certains cas, mais je ne prétends pas que ça réglerait tous les cas non plus. Il y a des cas à un moment où il va falloir dire au ministre, tu t'en départis ou pas, mais il y a peut-être des cas où là, où il y aurait des tempéraments qui pourraient être apportés. Je sais que M. Saint-Laurent, le premier commissaire, a fait, dans son rapport, avait soulevé cette problématique. Oui, puis je l'ai soulevé aussi. Il l'a soulevé aussi, bon, c'est ça. Ouais, compte tenu de l'intérêt public, puis compte tenu que c'est une personne neutre, impartiale, etc. C'est pas facile de penser à modifier le code. Hein. Je sais que vous le savez, vous, mes deux interlocuteurs, mais pour le public, c'est pas facile parce que si on fait une modification pour assouplir, à ce moment-là, les gens vont dire « Ah, on sait bien, ils veulent se donner du jeu. » Et puis, c'est toujours « Ah, ils veulent régler une situation actuelle. » Alors, il faut toujours penser que si on le fait, on va le faire, mais pour la prochaine législature, pour les prochains députés. Puis là, ben, c'est quoi l'intérêt pour les députés de se dire, bon, on va modifier le code pour la prochaine législature? Parce que quand même, le code prévoit très justement un examen là, de manière répétée ou 5 ans, justement pour voir s'il y a des améliorations. Puis c'est normal en matière d'éthique et de déontologie que ça évolue. Les attentes de la population évoluent envers leurs élus, donc ça doit pouvoir évoluer. Donc, j'espère que à un moment donné, il y aura un bon contexte pour, à un moment donné, il faut se lancer, puis il faut le faire évoluer. Bon, il y a eu des règles qui ont été ajoutées qui n'existaient peut-être pas dans les directives là, sur l'assiduité, tout ça. Il y a eu la réadaptation de tout ça. Oui, c'est ça. Je veux dire, il y avait des situations nouvelles comme un député qui recevait de l'argent de son parti. Est-ce qu'un député pouvait être payé par recevoir un salaire de son parti, etc. Un ministre qui pense quitter ses fonctions, puis qui entreprend des démarches sérieuses, là, il doit en aviser le commissaire. Alors, il y a des règles qui n'existaient peut-être pas, ni dans les directives, qui sont rajoutées, évidemment, au fil des discussions, ce qui est normal. Il y avait des situations qui étaient vécues. Et tout comme si on revisait le code aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait d'autres situations vécues, puis on se dirait, tiens, ce serait bon d'avoir une règle là-dessus. Ça, c'est sûr, il y a toujours moyen de le bonifier. Mais c'est ça. Moi, je dirais que depuis que je suis en poste, j'ai souvent entendu, quand je discute avec mes collègues, mes homologues d'autres provinces au Canada notamment, qui trouvent notre code quand même très complet. Mm-hmm. Et donc, même si, on a peut-être été... on est peut-être arrivé tard au party, comme on dit, mais le code n'en a été que meilleur, que plus complet, parce qu'on a pu s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs, les travaux du comité, etc., les directives qui existaient déjà. Fait que tout ça fait quand même un corpus assez complet. Je pense. Je pense en tout cas que le code, globalement, il résiste bien à l'épreuve du temps. Là.
je pense que c'est fondamental dans un sujet comme celui-là. Je veux dire, il faut que ce soit consensuel, puis je veux dire, Ouais. Puis il faut que ça vienne d'eux-mêmes, puis qu'ils le sentent, qu'ils le vivent. Hein. On parlait de règles sur les dons tantôt. Celle applicable aux fonctionnaires, peut-être, moi, je la trouve très, très belle pour les fonctionnaires, mais les autres, pour les députés, si elles ne sentaient pas, on ne pouvait pas parler là-dessus. Il faut que ce soit adapté au contexte. Moi, il fallait avoir cette souplesse-là. Avant de conclure, M. Sormani, j'aimerais vous entendre sur votre opinion sur la place du Code 10 ans après son entrée en vigueur. Est-ce que il y a toujours place pour un code de déontologie dans la démocratie québécoise aujourd'hui? Oh, sûrement. Moi, je pense que c'est... Je m'attendais pas à une autre réponse. Je veux Si je viens de dire, je pense que c'est dur de dire le contraire. Ça a été une déclaration choc ici. Oui. l'enregistrement. Non, je pense que le code est un plus, là, je veux dire. Puis, en plus, il y a des mécanismes d'application qui ont été prévus, qui n'existaient même pas avant. Alors là, je veux dire, au moins, on sait où on va. Puis, comme on l'a dit, il est assez complet. Moi, je pense que, ne serait-ce que parce qu'une affirmation des valeurs auxquelles adhèrent les députés, je pense que c'est extrêmement important. Eux autres même pour voir là, leur conduite, c'est quoi leur légitimité, leur but, ce qui doit les guider dans leur conduite, là, leur façon de faire. Là, tu sais, ça, je pense que c'est important. Après ça, le code, c'est quand même une mise à jour de règles qui existent un peu partout. Alors ça permet de couvrir des nouvelles situations. Il y a tous les mécanismes de prévention dont on a parlé. Je me répète peut-être un peu, là, mais les déclarations d'intérêt qui ont été instituées, je pense que ça, c'est extrêmement important aussi. Ça conscientise les députés à l'égard de leurs obligations, puis à l'égard des attentes de la population aussi. Les députés sont élus, mais il ne faut pas qu'ils s'imaginent que là, ils sont devenus Dieu le Père. Tu sais, je sais qu'ils le savent, là, ils sont vraiment au service des citoyens, puis ça, c'est quelque chose. Puis là, on a un commissaire à l'éthique et à la déontologie, donc qui crée une institution, puis ce qui évite aussi, avant ça, toutes les allégations étaient jetées en pâture dans l'arène politique, puis il n'y avait personne qui en décidait. On accusait là, tel ministre ou tel député de conflit d'intérêt, de ci, de ça, puis là, l'autre se défendait, question de privilège, mais là, ça s'en va auprès d'un commissaire qui regarde le cas, puis qui rend un rapport. Puis si à un moment, il dit « il n'y a rien là, le commissaire », ben il n'y a rien là, puis on arrête, puis on ferme le livre. Tu sais, alors ça, je pense que ça, c'est un gros point, parce que c'est beau la partisanerie, mais ça se limite, c'est le moins qu'on puisse dire. De toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui décide de la sanction ultime, là, je veux dire. Oui, parce qu'il y a une sanction qui est recommandée. C'est des recommandations que fait le commissaire. Absolument. Il y a un équilibre. C'est ça. Un équilibre entre il y a le pouvoir de l'Assemblée de discipliner ses membres, mais en même temps, il y a la question on a confié donc à un tiers indépendant la question de faire la lumière, d'analyser objectivement les faits d'une situation. Il y a un équilibre entre les deux. Là. C'est sûr. En tout cas, je pense que c'est un peu ça, là, je veux dire. Notre code est signe d'une démocratie saine au Québec, encore aujourd'hui. Je pense que oui. Ariane, je te laisserai notre mot de la fin pour aujourd'hui. Merci François. Comme mot de la fin, j'aimerais vraiment remercier M. Sormani d'avoir partagé ses souvenirs et son expérience dans l'avènement du Code. Je pense que c'est ultra pertinent. Moi, je pense que ça a été vraiment un changement majeur dans le paysage politique et ça continue. Je veux dire, ça continue de se faire. Moi, je vois je n'étais pas là à la création du Code, je n'étais pas dans ses fonctions, mais donc ça fait plus de 4 ans, ça va faire bientôt 5 ans que j'y suis et je trouve que déjà, depuis que j'ai pris le poste et maintenant, on voit les réflexes éthiques qui s'installent par les questions qu'on a, et je trouve ça, moi je vois ça très positivement, puis je pense que le Code a sa place, évidemment. Et oui, il y a des questions de le faire évoluer pour qu'il demeure toujours adapté, mais il ne s'agit pas de le réécrire au complet. Comme l'a dit M. Sormani, il est encore tout à fait pertinent, il est tout à fait adapté. Puis oui, on doit quand même le faire évoluer.
je vois d'un très bon œil la suite des choses, là, peu importe. Et je vous remercie vraiment, M. Sormani, d'avoir partagé ça avec nous. C'est un épisode vraiment très intéressant et pour les férus d'histoire et tous ceux qui s'intéressent un peu aux institutions, c'est vraiment... Merci. Merci beaucoup. Alors, pour les auditeurs, pour plus d'informations sur le code d'éthique et déontologie des membres de l'Assemblée nationale ou pour avoir les coordonnées du commissaire, vous pouvez toujours visiter notre site web au ced-qc.ca. Vous êtes évidemment invité à suivre les médias sociaux du commissaire, notamment sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Monsieur Sormani, merci beaucoup encore une fois de votre participation. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ariane, toujours un plaisir également de parler d'éthique et de déontologie parlementaire. Joyeux anniversaire au Code d'éthique et de déontologie. Et à nos auditeurs, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine note de bas de page.